Je suis Pape Sarr, je suis secrétaire général par intérim de la LD Debout. Je suis membre du Congrès de la Renaissance démocratique et à ce titre, membre de la coalition, de la grande coalition Wallou-Sénégal. Mon parcours politique, je l'ai commencé très tôt, pendant mes années de collège. Déjà au collège, à Djerifal à Bambey, je m'intéressais aux activités politiques, à la vie politique, aux activités syndicales et d'une manière générale à toutes les activités citoyennes. C'est à cette période-là donc que j'ai adhéré à différentes organisations de jeunesse et c'est également la période pendant laquelle nous avons commencé à flirter avec le syndicalisme élève et plus tard donc le syndicalisme étudiant. J'étais encore mineur quand je m'activais en politique et aussitôt que j'ai eu 18 ans, j'ai acheté ma carte à la LD, à la Ligue démocratique à l'époque, qui s'appelait LDMPT, Ligue démocratique au mouvement pour le Parti du travail, qui était dirigé à l'époque par le professeur Abdoulaye Bathily. C'est dans ce parti que j'ai fait mon militantisme en tant que membre et responsable du mouvement des élèves, ensuite en tant que membre et responsable du mouvement des étudiants, ensuite en tant que membre et responsable du mouvement des jeunes, et donc plus tard à la majorité, membre du bureau politique, ensuite membre de la direction du parti. Et depuis lors donc, je suis resté à la direction du parti, dans ce parti, dans cette organisation où j'ai passé mon apprentissage, mais également mon militantisme actif en tant que militant, en tant que responsable politique. Je milite aujourd'hui dans le département de Bambey, dans la fédération de Bambey, parce que le parti est organisé en fédération à l'intérieur du pays. Voilà. Et je dirige actuellement aujourd'hui le parti qui a connu une scission, puisqu'en 2012, quand nous avons réalisé la seconde alternance, il s'est très vite apparu des divergences entre la direction que le président Macky Sall prenait pour le pays et l'autre direction qui était conforme à nos valeurs, à nos principes et à notre projet politique. Et donc, des camarades ont pensé que malgré tout, ils pouvaient suivre Macky Sall. Et nous, on a pensé qu'on ne pouvait pas suivre Macky Sall dans ces politiques catastrophiques, désastreuses pour le président et pour l'avenir du pays. Et donc, de ces divergences-là, donc, nous avons été scindés en deux blocs. Un bloc minoritaire constitué de gens qui ont des postes dans le gouvernement de Macky Sall et un groupe majoritaire constitué de l'essentiel des militants qui ont pensé que, bon, la LD dans ce pays est une histoire de lutte, est une trajectoire politique, c'est une contribution dans ce que notre pays est devenu en tant qu'organisation, en tant que ligne, et que ça, nous devions quand même préserver cet héritage, cette lutte qui a été entreprise et menée par plusieurs générations. Donc nous avons tenu à garder le flambeau. C'est pour ça que nous sommes debout par rapport aux autres qui ont choisi d'autres postures. Mais le Sénégal est un pays paradoxal. Dans ce pays, il y a toutes les ressources. Il y a suffisamment de terre. Vous avez parcouru avec nous une bonne partie du territoire national. Il y a suffisamment d'eau. Nous avons des ressources sur le sol, des ressources sous le sol. Ce pays a de l'or, ce pays a du zircon, ce pays a du phosphate, ce pays a du pétrole, ce pays a du gaz. Il pleut dans ce pays. Ce pays a une jeunesse qui ne demande qu'à travailler. Mais malheureusement,
nous sommes restés un pays qui s'enfonce dans la pauvreté. Cela a une explication. Je fais partie de ceux qui pensent que le président de la République a pris des options politiques, des options économiques qui sont totalement erronées. On ne peut pas développer un pays, quelles que soient ses ressources, en livrant ses ressources aux compagnies étrangères, qui ne s'occupent que de leurs intérêts et des intérêts de leurs administrés, de leur population. Et quand on livre les ressources au pays, en même temps on les prive aux Sénégalais. Même s'ils sont intelligents, même s'ils sont jeunes, même s'ils sont éduqués et bien formés, il faut de la ressource pour faire le travail, il faut de la ressource pour créer le profit, pour créer le progrès. Et donc, nous sommes dans cette situation-là, de pays extrêmement riches de par ses ressources, mais pauvres de par les options stratégiques des gens qui ont la direction du pays. Et c'est une grande aberration, et c'est ça aujourd'hui. Nous nous inscrivons en tant que parti politique dans la perspective d'une alternative à ce qui se passe. Il faut que les ressources, comme le dit la Constitution, reviennent au peuple. Il faut que le peuple puisse utiliser ces ressources, les transformer, développer l'agriculture, développer la production, développer une industrie, développer des infrastructures pour permettre aux Sénégalais de travailler, de se soigner, d'éduquer leurs enfants et donc d'aller vers le progrès économique et social. Voilà ce que je pense. Maintenant, en plus de cela, il y a, parce que pour pouvoir organiser cette extorsion des ressources au peuple, il faut nécessairement affaiblir l'état de droit pour contenir les revendications, pour contenir les manifestations. Et c'est ça qui explique les velléités du président de la République à s'attaquer à l'état de droit, à s'attaquer aujourd'hui au processus électoral, à s'attaquer à tout ce qui permet aux citoyens de s'organiser et de mener des luttes victorieuses. On exile des candidats, on disqualifie des candidats parce qu'on les a accusés, on les a fait juger avec des procédures qui sont contestables. Tous les jours, la Cour de la CEDEAO donne raison à l'opposition sur plusieurs recours qui ont été introduits au niveau de ces juridictions-là. Et toujours l'État du Sénégal perd, mais toujours l'État du Sénégal refuse d'appliquer ces décisions de la Cour de justice. Parce que simplement, il faut affaiblir l'État de droit pour continuer, pense-t-il, à contenir le mécontentement. Mais ils doivent se rendre compte que cette piste aussi est une piste d'erreur, parce qu'on ne peut finalement rien contre la volonté d'un peuple. Chaque peuple a son agenda. Et le jour où il décide de prendre son agenda, rien ou personne ne pourra l'arrêter. Je crois que dans cette direction-là, le président a déjà reçu des alertes. Et il faut qu'il réfléchisse à cela, qu'il comprenne que ce pays-là est le pays de tous les Sénégalais, que nous ne pouvons pas continuer à accepter que notre pays soit transformé en marché par des compagnies étrangères et qu'une petite minorité aux affaires profite de tout ce que nous avons en commun. Ça, ce n'est pas acceptable. Des enjeux et un défi, et deux défis plutôt. Parmi les enjeux, il faut prendre le contrôle de l'Assemblée nationale. Les dernières élections ont démontré que si nous étions ensemble, nous battons mathématiquement, politiquement et électoralement le régime au pouvoir. Analysant ces résultats-là, nous nous sommes dit il faut quand même qu'on se lance le premier défi de nous organiser pour rendre cette possibilité-là réelle. Et c'est ça donc qui nous a conduit au niveau des différentes conférences des leaders, d'abord au niveau du CRD, ensuite au niveau de Wallu, ensuite au niveau de rencontres entre Wallu et Yewwi. Nous avons quand même réussi à avoir cet accord-là qui nous permet, sur l'essentiel du corps du collège des députés qui sont élus sur les listes départementales, de construire quand même une majorité à l'Assemblée nationale, une majorité même qualifiée. Si on réussit, ça signifie beaucoup de choses. Ça signifie premièrement qu'on prend le contrôle de l'Assemblée nationale. Quand on a le contrôle de l'Assemblée nationale, on a le contrôle du vote de la loi.
à commencer par la loi des finances. Désormais, si nous avons la majorité, la loi des finances pourra maintenant être sensible aux préoccupations des Sénégalais. Nous pourrons voter des lois sensibles à l'agriculture, sensibles à l'élevage, sensibles aux jeunes, sensibles aux femmes, sensibles à la santé, sensibles à l'éducation des prochaines générations qui vont diriger ce pays-là. Pour moi, ça, c'est un enjeu énorme que donc ce scrutin-là peut nous permettre d'avoir. L'autre enjeu énorme que ce scrutin peut nous permettre de réaliser, en tout cas de prendre en charge, c'est la question des libertés. C'est la question démocratique, c'est la question de l'état de droit. Jusqu'à l'arrivée de Macky Sall, on pouvait quand même manifester librement dans ce pays-là. On pouvait participer librement aux élections. Il n'y avait pas une sélection, c'était des élections. Tous ceux qui voulaient participer pouvaient participer. Il a introduit dans notre système des lois que nous appelons des lois scélérates. Si nous avons la majorité, nous avons la capacité d'abroger toutes ces lois-là et de rendre la démocratie, de rendre l'état de droit aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Pour moi, c'est un enjeu qui est capital. Le troisième enjeu, et je vais terminer par là sur les enjeux parce qu'il y en a plusieurs. Le troisième enjeu, c'est que tout le monde sait maintenant que le président s'organise ici et ailleurs pour tenter de briguer un troisième mandat. Eh bien, si nous avons la majorité à l'Assemblée nationale, c'est un moyen institutionnel et politique de fermer cette perspective-là et de lui bloquer totalement la porte et donc de lui préparer une sortie honorable. Vraiment, lui dire, monsieur le président, bye bye, nous avons constaté votre impuissance, votre incapacité à conduire les destinées de ce pays-là. Bon, malgré tout, vous êtes autorisé à partir et il sortira. Voilà donc trois enjeux qui justifient largement pourquoi aujourd'hui nous avons mis en place cette coalition, intercoalition Yewwi-Wallu. J'ai parlé du défi de mettre en place de la coalition. Ça, les leaders l'ont réussi. Le second défi que nous devons réussir, c'est celui de la mobilisation. Il faut qu'on parvienne à mobiliser toutes les forces progressistes, tous les citoyens conscients de ces enjeux-là justement que je viens de rappeler, pour que le vote soit massif, pour que nous puissions réussir à obtenir la majorité à l'Assemblée nationale dès le 31 juillet 2021. Et vous allez voir, si on parvient à relever ce défi-là, il est clair que le Sénégal va prendre une autre direction qui sera différente de celle dans laquelle Macky Sall veut nous enfoncer. On ne peut jamais être sûr avec Macky Sall parce que pendant que les gens travaillent, il fait de la politique. Pendant que les gens se reposent, il fait de la politique. Les gars, ils ne s'occupent que de politique. Comment faire pour affaiblir les adversaires et comment faire pour ne pas respecter les règles et gagner les élections avant même le jour du scrutin. Mais nous avons quand même une expérience avec lui et nous commençons à connaître ses méthodes. Et croyez-moi, c'est vrai qu'on ne discute pas de stratégie devant caméra de télévision, devant les caméras de télévision, mais quand même, nous sommes en train de nous organiser pour lui imposer un vote, au moins le vote dans les bureaux, le vote physique, pour lui imposer un vote libre, transparent et démocratique. Et nous pensons que si tous les citoyens aujourd'hui qui sont mobilisés dans le pays et qui participent aux activités des différentes caravanes, des différentes missions, des listes, je parle des listes de l'opposition, je ne parle pas des listes parallèles qui sont organisées et téléguidées par lui-même, mais en tout cas, pour l'opposition significative, l'opposition citoyenne et républicaine, qui n'est pas dans le complot, qui n'est pas dans les combinaisons, cette opposition-là aujourd'hui quand même soulève de l'espoir au regard en tout cas de la configuration de la campagne électorale et des succès que nous rencontrons d'étape en étape. Il y a au moins deux hypothèses. La première hypothèse, nous avons la majorité. Quand on a la majorité,
pour un président de la République sensé, il ne peut choisir le Premier ministre que dans la majorité. Parce que pour gouverner un pays, il faut avoir la majorité. Mais ça, c'est un président de la République sensé, un président de la République responsable, un patriote à la tête de l'État. Il n'aura d'autre choix que de donner un Premier ministre issu de la majorité de l'opposition. Ça, c'est l'hypothèse école. Maintenant, l'autre hypothèse, c'est l'hypothèse de l'aventure. Un président totalement irresponsable peut trouver des arguments, y compris constitutionnels, avec ses constitutionnalistes de tailleur, pour refuser de nommer un Premier ministre de la majorité, nommer un Premier ministre de la minorité, et ça, c'est prendre l'option d'installer le pays dans le désordre. Parce que ce Premier ministre-là, évidemment, il sera renversé par la majorité. En tout cas, sa politique ne sera jamais approuvée ni soutenue par la majorité. Imaginez un Premier ministre qui vient présenter ses lois à l'Assemblée nationale, à commencer par la loi des finances et qui n'a pas la majorité. Qui va voter sa loi des finances? C'est choisir la voie du blocage. Donc, comme moi et les partenaires avec lesquels nous travaillons, moi je fais partie des Sénégalais, en tout cas je suis censé. Pour moi, il n'a pas d'autre issue en tant que personne responsable, en tant que chef d'État. S'il n'a pas la majorité, il n'a pas d'autre choix que de nommer un Premier ministre de l'opposition. Et donc, la cohabitation va s'imposer à lui. Il faut d'abord que le président dise, il ne faut pas le président, en tout cas, les gens qui parlent de force spéciale, le ministre de l'Intérieur qui en a parlé à plusieurs reprises, il faut d'abord qu'ils prennent la parole, la télé, la radio, ou bien qu'ils aillent à l'Assemblée nationale et qu'ils expliquent aux Sénégalais qu'est-ce que ça veut dire force spéciale. Qu'est-ce qu'il y a dans force spéciale? Qui est concerné? Quelles sont les informations qui sont disponibles? Parce que ça aussi, la République des citoyens. Le citoyen a droit à l'information. Il ne peut pas créer un concept comme ça, force spéciale, et le manipuler à leur guise comme élément de communication. Ça aussi, franchement, je pense qu'il y a, en tout cas, il y a un effort à faire à leur niveau. S'ils veulent que les Sénégalais accordent un peu de crédit à leur thèse, parce que c'est juste une thèse. Personne ne sait quel est le contenu de force spéciale. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, aucun Sénégalais arrêté en bonne santé ne doit pas sortir ni malade ni décédé. Lorsque la puissance publique décide de mettre la main sur un citoyen, il doit lui assurer la sécurité. Et toute la sécurité. S'il y a autre chose, c'est de la torture. Et nous avons de fortes présomptions que la torture a repris dans notre pays. Et ça également, ce n'est pas acceptable. Évidemment, nous sommes décidés à poursuivre la lutte, à poursuivre le combat. Aujourd'hui, nous ne devions pas être en train de lutter pour la démocratie, pour les libertés, pour la justice. Aujourd'hui, nous devons être en train de lutter pour l'industrialisation du Sénégal, pour l'unité de l'Afrique, pour une meilleure école, pour une meilleure santé. Mais nous sommes retournés aux premières décennies d'indépendance. Et c'est ça c'est un indicateur clé que vraiment ce régime-là est en train de passer à côté de la plaque. Regardez tous les pays qui se développent. Vous êtes journaliste, vous suivez l'actualité nationale et internationale. Les gens luttent pour une meilleure école, pour que dans chaque pays, un enfant qui naît et qui a l'âge d'être scolarisé puisse être scolarisé. Pour que ici au Sénégal, chaque jeune Sénégalais qui est en âge de travailler puisse travailler. Pour que ici au Sénégal, toute personne qui est malade puisse être soignée parce que l'État a mis en place un dispositif pour le soigner. Voilà les questions aujourd'hui qui occupent les pays qui veulent être émergents. Mais on ne peut pas rester là à mettre encore 12 ans avec Macky Sall, à parler de droit de marche, de droit de manifester, de torturer à la police, de fracasser. Non, ce n'est pas simplement sérieux. Et je pense que le moment est plus que venu pour que les gens se ressaisissent
Tout le monde doit se ressaisir dans ce pays, à commencer par ceux à qui nous avons confié la direction du pays. Évidemment, oui, nous avons dans la coalition des députés qui ont porté ce projet-là, avec d'autres députés qui sont dans d'autres groupes politiques, qui pensent que cette question de liberté d'orientation sexuelle, ça encore, ce n'est pas un débat de notre société. Nous, nos problèmes, ce n'est pas ça. Le débat de notre société, c'est comment faire pour sortir les populations de la pauvreté. Comment faire pour sortir les populations des inondations. Comment faire pour que le paysan être agriculteur ne soit plus être condition de misère. Voilà les questions. Maintenant que d'autres personnes viennent nous imposer un agenda gay, un agenda homosexuel et nous le forcer, évidemment ce n'est pas acceptable. Et en tant que coalition, le minimum de consensus, c'est quand même nous allons continuer à porter cette revendication et à nous battre pour que nos valeurs soient nos valeurs, pour qu'on ne nous impose pas des valeurs qui ne sont pas des valeurs. Parce que ça n'a jamais marché ici et ça n'a jamais marché ailleurs. On ne peut pas imposer, édicter à un peuple des valeurs. Chaque peuple a ses principes, a ses valeurs. Chaque peuple a ses préoccupations. Et dans la coopération, dans le partenariat, quoi que nous soyons dans un monde mondialisé, il faut quand même accepter les spécificités des uns et des autres. Mais demander à tous les Sénégalais qui pensent comme nous, qui se reconnaissent dans la perspective que nous avons tracée, qu'il est possible de donner une autre image de notre pays, qu'il est possible d'engager notre pays dans une autre direction, une direction qui va vers le développement, une direction qui va vers le progrès dans le cadre d'un État démocratique, avec des élections libres, transparentes, démocratiques, organisées à date échue. Tous les Sénégalais qui pensent que les ressources du pays doivent être utilisées à construire notre pays pour que nos jeunes ne soient plus obligés d'aller en Europe, d'emprunter les pistes sinueuses du Sahara. Tous les Sénégalais qui pensent qu'il y a une solution politique au problème du pays, nous les appelons évidemment à voter pour l'intercoalition, chacun dans la bannière de la circonscription dans laquelle il doit voter. Et en bon ordre, nous allons nous débarrasser de ce régime, de son chef, et de tout ce qui, ici et ailleurs, l'entretiennent pour préserver leurs intérêts et faire de sorte que ce pays-là soit véritablement le pays des Sénégalais, où il fera bon vivre. Je crois à un avenir meilleur et je pense que cet avenir meilleur est possible. Et donc, nous appelons les Sénégalais à travailler dans ce sens-là pour que dès le 31 juillet, que nous pouvions avoir d'autres perspectives pour ce pays-là. Je pense que c'est possible. C'est moi qui vous remercie.